Les 3 piliers essentiels pour vivre de belles relations amoureuses. Comment attirer naturellement le partenaire qui vous mérite quand on est une mère célibataire, hypersensible et empathique, sans tout donner et ne rien recevoir en retour. Bonjour et bienvenue dans cette formation qui va vous donner le plan à suivre étape par étape pour que votre vie sentimentale soit enfin épanouie et équilibrée. Alors pour profiter pleinement de la valeur de cette formation, je vous invite à la visionner depuis un ordinateur si possible, de prendre de quoi noter surtout et de choisir un moment que vous avez pris le soin de réserver pour vous exclusivement, c'est-à-dire 1 heure sans aucune charge mentale, sans aucun dérangement possible d'enfants ou de collègues, mis à part un chat ou un chien, qui seront tolérés. Alors pour être sûr que vous êtes bien au bon endroit, pour qui est cette formation? Cette formation est pour vous si vous êtes une maman célibataire hypersensible et empathique. Si vous avez entre 40 et 55 ans et que vous ressentez l'envie de penser à vous maintenant. Si la solitude vous pèse, si vous avez eu au moins une fois dans votre vie une relation avec un pervers narcissique ou en tout cas une relation toxique qui a bien failli vous détruire. Si vous avez de nouveau très envie de revivre une histoire d'amour. Pour être sûr que vous ne perdez pas votre temps inutilement. Cette formation n'est pas pour vous si votre objectif est d'être en couple à tout prix en sortant de cette formation ou de mon accompagnement. Si vous n'êtes pas prête à vous investir et à miser sur vous, et si vous n'êtes pas prête à aller chercher votre bonheur tout simplement. Dans ce cas, eh bien, vous pouvez arrêter là tout de suite cette formation. Alors à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez construire une relation durable avec un homme sensible, authentique, bienveillant et profond comme vous, tout en restant entièrement vous-même, franche, explosive, indépendante, généreuse, pudique, timide et solitaire même par moments, sans avoir besoin de vous forcer à changer vos comportements. Alors, dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment vous allez pouvoir transformer vos déceptions amoureuses en relations épanouies. Comment sortir de cette incertitude qui vous empêche de vous épanouir actuellement. Vous allez aussi savoir comment en finir avec le syndrome de mon hypersensibilité est une malédiction qui m'empêche d'avancer dans ma vie amoureuse et comment mettre en place un système simple pour avoir enfin de la visibilité et surtout comment exploiter cette visibilité pour matcher à coup sûr. Est-ce que cela ressemble à ce que vous vivez? Il vous a quitté du jour au lendemain et vous n'avez rien vu venir. Vous vous sentez trahi, abandonné. Vous ne comprenez pas pourquoi il vous fait ça alors que ça fait des années que vous avez construit avec lui. C'est vous qui avez dû quitter un homme que vous aimez encore parce que vous ne pouvez rien construire avec lui. Alors vous avez l'impression de tomber sur des hommes perdus qui vous donnent l'envie de les sauver à répétition. Vous avez perdu toutes vos plumes à tout donner dans vos relations amoureuses et vous ressentez qu'on a profité de votre gentillesse et depuis, vous vous méfiez des hommes où vous avez peur de répéter les mêmes erreurs. Vous êtes épuisé, voire en colère des comportements incompréhensibles et parfois irrespectueux des hommes sur les sites de rencontres ou tout simplement lors de toutes vos rencontres. Donc ça vous pompe toute votre énergie, c'est parfois très souvent même détestable et déshumanisant et je comprends moi aussi, je l'ai vécu. Vous êtes super dynamique, vous n'avez pas de mal à rencontrer de nouvelles personnes, mais vous n'arrivez pas à transformer vos rencontres en relations durables et vous vous demandez ce qui bloque chez vous. En gros, vous n'arrivez jamais à dépasser les 3 mois de période d'essai. Vous avez déjà fait un travail sur vous ou vous venez de démarrer un travail d'introspection. Vous avez fait du développement personnel, des thérapies, des psychothérapies, mais ça ne change rien dans vos résultats au niveau de votre vie sentimentale qui n'est toujours pas épanouie. Alors vous avez compris beaucoup de choses sur votre passé, vous êtes parvenu à la conclusion qu'il faut apprendre à s'aimer d'abord, mais ça reste un concept théorique pour vous au quotidien. La bonne nouvelle, eh bien, si vous vous êtes reconnu dans tout ce que j'ai pu énoncer auparavant, ne vous inquiétez pas parce que ce ne sont que des symptômes. Le réel problème, c'est qu'il ne vient pas forcément de vous. Ouf. Le réel problème, il vient du fait que vous êtes actuellement coincé dans le modèle de l'ancien système, de l'ancien monde. La bonne nouvelle, c'est que ce que vous allez pouvoir faire grâce à ce nouveau système. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire?
vous allez pouvoir augmenter vos chances de rencontrer les bonnes personnes qui vous correspondent à vous et non plus des personnes qui n'ont plus les mêmes objectifs que vous. Vous allez aussi pouvoir augmenter vos chances de rencontrer les belles personnes qui vous méritent et non plus des hommes qui vous donnent le sentiment de ne jamais être assez. Vous allez pouvoir attirer naturellement des relations équilibrées et surtout durables et non plus des relations qui vous bouffent toutes vos énergies et qui vous font perdre votre temps. Vous allez aussi retrouver votre énergie et la garder pour ce qui est important dans votre vie et vous projeter dans l'avenir de manière concrète et très claire. Qui suis-je? Alors, je m'appelle Christelle Thau, j'ai 48 ans et je suis moi-même une maman très sensible et empathique. Mes filles sont aujourd'hui 14 ans et 19 ans, vous les voyez à côté de moi, ils sont un petit peu grands. Je suis spécialisée dans l'accompagnement de personnes hypersensibles et empathiques. J'accompagne les personnes qui ont une belle âme, un grand cœur, mais qui ont aussi tendance à tout donner dans leurs relations. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Alchimie, pour qu'elles apprennent à ne plus jamais s'oublier en se recentrant sur elles de manière rapide et durable. Là, ce qui va suivre, ce que je vais vous transmettre, ce sont les 3 piliers du nouveau système de la réussite. Mais avant cela, je vais juste vous faire une petite piqûre de rappel sur l'ancien système qui ne fonctionne pas. Et pour cela, laissez-moi vous raconter mon histoire. Quand je quitte le père de mes enfants que j'ai rencontré assez jeune, j'attire comme un aimant quelques pervers narcissiques, dont un avec lequel je reste 1 an et demi, et c'est le premier homme que je présente à mes enfants. Alors à l'époque, je ne sais même pas ce que c'est qu'un pervers narcissique et je mets du temps à m'en remettre sans pouvoir mettre des mots sur ce qui m'arrive malheureusement. Jusqu'au jour où je rencontre Rémi. Voilà, c'est une évidence. J'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. À ce moment-là, je suis totalement perdue, en burn-out de tout. C'est la catastrophe à tous les niveaux de ma vie. Je peux dire que Rémi est le premier grand amour de ma vie de femme, ma première histoire d'amour en pleine conscience. Je dis ça en conscience parce que exactement au même moment où on se rencontre, je décide de commencer une psychanalyse pour m'en sortir. Et franchement, avec le recul, je suis certaine que si j'avais pas été accompagnée à ce moment-là, la relation avec Rémi n'aurait jamais dépassé le stade de la rencontre, j'en suis sûre et certaine. Rémi, il est différent de tous les autres hommes que je rencontre, il est surtout bienveillant. Alors je ressens tout de suite les papillons dans le ventre là pour Rémi et c'est le cas chaque jour pendant 7 années et encore des années après notre séparation. Rémi est un électron libre qui vit en marge de la société et c'est ça qui m'attire beaucoup parce que moi aussi je suis un ovni. Rémi, il est profond, il est sensible comme moi, mais ce qui me plaît tout de suite chez lui, c'est qu'il ne ment pas. D'ailleurs, dès le début, il m'annonce clairement la couleur. Il veut garder sa liberté, ça veut dire aucun engagement et aucune contrainte. Et ça, là-dessus, il est très clair. Et puis, on tombe amoureux. Moi, je suis perdue en pleine traversée du désert dans ma vie et lui, il est persuadé qu'il ne se laissera jamais détourner de ses convictions. Je fais tout pour lui plaire, bien évidemment. Je fais tout pour qu'il s'implique dans ma vie, que je lui donne tout. Et c'est ce qu'il finit par faire sincèrement et dans ses capacités. Mais ce n'est jamais suffisant pour moi et je lui fais ressentir. À cette époque, je me sens très mal dans ma peau, j'avoue. Je ne peux pas expliquer ce vide-là que je ressens ici, là, mais c'est comme un puits sans fond qui se remplit jamais, jamais, jamais. Et je peux passer des jours et des jours à me traîner, à être très triste, sans savoir pourquoi, à me réveiller le matin, à être déjà énervée ou épuisée, à me dire que la journée va être nulle comme d'habitude. Et puis après, je peux passer à une grosse hyperactivité qui m'épuise et c'est totalement cyclique chez moi. Donc les problèmes, ils commencent quand Rémi me montre de moins en moins son amour. Et comme Rémi ne ment pas, il me dit exactement pour quelle raison. Il me dit que la planche en bois sur laquelle je plante des clous avec mon marteau commence à s'effriter. C'est très dur à entendre, mais je n'arrive pas, c'est vrai, à empêcher mon dragon de sabrer tout ce qui se trouve autour de moi quand il sort. Et ceux qui sont autour de moi, eh bien, ce sont mes enfants en première ligne et Rémi, même si on ne vit pas sous le même toit. Alors je culpabilise évidemment sans arrêt et ça me fait beaucoup souffrir. En parallèle, moi je veux que Rémi change, qu'il aille de l'avant parce que je ne peux pas faire de projet d'avenir avec lui, vu que c'est un électron libre, et je lui en veux de ça. Je me sens frustrée et je sens la rancœur s'installer. Alors notre relation devient toxique au fil du temps, même si on arrive à faire beaucoup de progrès et à vivre de très belles choses. À la 7e année, on se sépare, même si on s'aime encore. 3 ans après la séparation, oui, 3 ans, j'en suis toujours au même point,
La douleur n'a pas baissé d'un seul cran et je répète en boucle les déceptions amoureuses. Alors, je ne sais pas ce qui bloque chez moi, hein, je répète les mêmes schémas avec les hommes perdus. Je suis impuissante, ça me fait mal de voir tous les autres en couple dans la rue, partout autour de moi. Je trouve ça injuste de voir les autres y arriver et pas moi. Je me dis que moi, je n'y ai pas droit, que c'est comme ça, qu'il faut que j'accepte de finir seule, mais évidemment, j'ai pas envie. Je déteste ce que je ressens au fond de moi, je deviens aigrie, et ouais, j'en ai honte. Et donc à ce moment-là, on arrive à 10 ans de psychanalyse et une vie sentimentale que je ressens comme un échec cuisant, avec une tonne de réponses à mes questions sur mon enfance et mon passé, mais aucune solution concrète pour résoudre mes problèmes là dans ma vie sentimentale. C'est là que je rencontre 2 coachs en développement personnel qui m'accompagnent sur des sujets bien précis et ça débloque ma situation en un rien de temps. Alors ils m'ont aidé à faire le petit bout de chemin là qui me manquait pour faire bouger tout ça, parce que j'avais tendance à ressasser mon passé et à rester figée sans avancer. Le nouveau système de la réussite. Alors, ce que j'avais pas compris, moi, c'est qu'il existait un monde parallèle, hein, un monde du succès. Et ce monde du succès, il passe tout simplement par un nouveau système qui est éprouvé et qui permet, en suivant la bonne trame, de faire des rencontres de qualité, de vivre de belles relations et de se projeter avec un homme dans l'avenir. Donc, je vous l'ai promis, le pilier numéro 1 du nouveau système de la réussite, c'est la connaissance de soi en profondeur pour choisir la bonne personne qui vous correspond sans ne plus s'oublier ni se perdre. Le pilier numéro 2 du système de la réussite, ce sont les stratégies internes pour que les changements soient internes, rapides et durables, sans se forcer à changer ses comportements, parce qu'on le sait toutes, chasser le naturel, il revient toujours au galop à un moment donné. Le pilier numéro 3 du nouveau système de la réussite, ce sont les bonnes pratiques pour gagner du temps et garder toutes vos énergies pour vous sans avoir à tout donner pour se faire aimer. Et c'est ça qui fonctionne. Pas besoin de passer des semaines là à parler sur les sites de rencontres, pour rien au final. Hein. Pas besoin de tout donner sans recevoir en retour. Pas besoin de se remettre sans arrêt en question et pas besoin de culpabiliser non plus. Pour revenir au pilier numéro 1 plus en détail, la connaissance de soi en profondeur pour choisir les bonnes personnes et pour ne pas faire les mêmes erreurs à l'avenir. Alors, juste une petite précision, la connaissance de soi, moi, ce que j'appelle, moi, l'exploration de sa carte du monde. Et oui, parce que chaque personne unique a sa propre carte du monde, parce que la carte n'est pas le territoire, hein, c'est-à-dire que la carte est la représentation que l'on se fait du monde, alors que le territoire, lui, est le monde tel qu'il est réellement. Je vais maintenant vous parler des 4 erreurs principales que je faisais, de ce que j'en ai appris, puis ce qui m'a permis de choisir à l'avenir les bonnes personnes à rencontrer pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Je vous conseille de noter le résumé de chaque erreur qui sera dans le slide sous forme de questions et qui correspond à chacune des étapes du processus de la formation. La première erreur que je faisais, eh bien, c'était que je ne connaissais pas mes besoins profonds. Au tout début de notre relation avec Rémi, je fais tout pour combler ses besoins à lui parce que, en bonne hypersensible et empathique que je suis, j'ai le super pouvoir de détecter les besoins des autres sans qu'ils aient à me le dire. Et aussi parce que je suis d'une nature généreuse et maternante. Mais le moment où j'ai eu l'impression de me faire avoir arrive vite, c'est toujours moi qui paye puisque Rémi n'a pas les moyens, c'est toujours moi qui ai les petites attentions et qui fait les cadeaux, c'est toujours moi qui prends soin de lui et j'ai l'impression que je lui donne tout sans recevoir en retour. Alors je rumine et je trouve ça incroyable de devoir expliquer à quelqu'un ce qu'il doit faire alors que moi je le fais naturellement pour lui. Il y a toujours une petite voix qui me dit à l'oreille, il profite de toi, il ne t'aime pas vraiment, il t'aime par intérêt. Dès que Rémi me donne un peu, la petite voix se tait. Mais dès que Rémi devient plus distant, elle revient à la charge et me monte la tête contre lui. Résultat, je finis toujours par faire sortir le dragon malgré moi, sans raison précise apparente pour Rémi. Lui, il comprend rien à mes comportements. Et plus je fais ça, moins Rémi a envie de me donner. Logique. Sauf que je suis dans un cercle vicieux que je n'arrive pas à rompre. Et puis un jour, je suis en train de me plaindre de Rémi auprès d'une amie. Et puis elle me demande, mais pourquoi tu lui demandes pas clairement ce que tu veux, toi? Sur le coup, je ne sais pas quoi répondre. C'est vrai, cette question sème quand même une petite graine dans mon esprit. Je me rends compte que je suis tellement concentrée sur les besoins de Rémi que je connais même pas les miens. Alors j'en parle à la personne qui m'aide à l'époque et je lui dis que moi, idéalement, j'aurais besoin que Rémi soit là pour moi quand j'en ai besoin, qu'il s'implique plus dans ma vie, avec mes enfants aussi.
Donc c'est là que la personne me demande si je peux citer des besoins qui ne dépendent pas de Rémi, parce qu'elle pense que je suis très tournée vers l'extérieur, pardon. Alors, je vois pas ce qu'elle veut dire, être tournée vers l'extérieur. Alors, elle me fait comprendre que si j'arrive à combler mes besoins par moi-même, c'est comme ça que je pourrais me sentir pleinement satisfaite de ce que m'apporte Rémi, comme une cerise qui vient simplement se poser sur une pièce montée. Ensuite, elle me demande si je veux bien citer des besoins précis qui sont bien les miens et pas ceux des autres, par exemple, pas ceux de ma mère ni ceux de la société, pour que je sois sûre et certaine de combler les bons besoins. Alors là, je me rends compte que c'est pas du tout évident à trouver, mais elle m'aide à tirer le bon fil pour démêler tout ça. J'applique immédiatement ce que je comprends de tout ça, et le résultat, c'est que le comportement de Rémi change positivement en temps réel. Alors j'en ai donc conclu que plus je connais mes besoins, plus je suis capable de les combler par moi-même, plus Rémi retrouve l'élan naturel de me donner, de me montrer son amour sans ressentir la pression que je lui mets habituellement sans m'en rendre compte. Après ça, j'ai dû me confronter à une autre prise de conscience. Quand la relation a retrouvé son équilibre, quand Rémi s'est mis à me donner, cette fois-ci, c'est moi qui avais du mal à recevoir. Est-ce que ça vous parle à vous aussi? Pour résumer cette étape, quand on a une tendance à donner sans compter et à trouver naturel que les autres le fassent aussi, à mon tour de vous poser les questions qui sèment des graines. Est-ce que vous connaissez parfaitement vos besoins? Est-ce que vous avez vérifié que vous pouviez les combler par vous-même d'abord, sans attendre que l'autre les comble à votre place? Troisième et dernière question, est-ce que vous vous sentez capable de recevoir? Parce que vous savez déjà que vous avez déjà cette grande qualité de donner là. Mais vous pourriez peut-être du coup vous concentrer maintenant sur vos capacités à recevoir, par exemple, je ne sais pas moi, des compliments, des cadeaux, des conseils, de l'aide et de l'amour même, pour être bien sûr de ne pas passer à côté des preuves d'amour dans vos prochaines relations. La deuxième erreur que je faisais, c'était que je ne savais pas dans quelle direction j'allais. Quand je démarre la relation avec Rémi, je vous l'ai dit, je suis perdue dans le désert de ma vie à ce moment-là, et lui, il a l'objectif de garder sa liberté sans contrainte et sans engagement. Pour vous faire comprendre là où je veux en venir, je vous image la situation. Imaginez que je monte dans un train pour m'échapper de ma vie anxiogène du moment, sans connaître la destination de ce train. Alors ce train, il est loin d'être déplaisant, hein. Il me porte, il est beau, il est moderne, il est confortable. En plus, je suis assise côté fenêtre et je peux voir le magnifique paysage défiler. Sauf qu'à un moment donné, c'est plus le paysage qui défile, mais c'est ma vie que je vois défiler sous mes yeux. On dirait un mauvais rêve. J'essaie de stopper le train, mais techniquement, c'est impossible. Je suis obligée de me rasseoir à ma place et d'attendre que le train s'arrête à son terminus. Le train s'arrête enfin, et c'est là que je me rends compte que là où ce train m'a emmené, c'est pas du tout l'endroit de mes rêves. Là, je panique parce que je me rends compte que je n'ai plus le temps de revenir en arrière et j'ai même plus assez d'argent ni même d'énergie pour me racheter un ticket. C'est exactement ce qui se passe à la fin de notre relation avec Rémi. Je me rends compte que je n'ai pas voulu prendre en considération que le terminus du train de Rémi, c'est pas du tout là où moi je veux aller. C'est pas Rémi le coupable qui fait sortir le dragon en moi. Et c'est pas non plus mon dragon le coupable. Le vrai problème, c'est qu'on n'a jamais eu les mêmes objectifs de vie. Et c'est bien après que je comprends que la condition sine qua non pour vivre une belle relation apaisée et durable, c'est de se tourner vers des personnes qui ont les mêmes objectifs de vie que moi. Rémi coche bien la case des valeurs, mais pas celle de la même direction de vie. Est-ce que cela vous parle? Est-ce que, comme moi, vous n'avez pas pris pour argent comptant ce qu'il vous a dit dès le début de la rencontre, mais vous vous êtes dit, c'est pas grave, je ferai tout pour qu'il m'aime et ça le fera? Pour résumer cette étape essentielle selon moi, parce que l'histoire d'amour avec Rémi m'a appris que l'amour d'un homme n'était pas suffisant pour être pleinement heureuse. Je me permets de vous poser à mon tour encore les questions qui sèment des graines. Alors, est-ce que vous connaissez votre étoile du berger pour vous guider et ne jamais vous perdre? Est-ce que vous connaissez vos objectifs de vie pour rencontrer sur votre chemin les personnes qui se dirigent dans la même direction que vous? Parce que tout le monde le sait, hein, c'est le fait de se projeter qui alimente le moteur indispensable à la voiture pour avancer vite et loin sur le meilleur des chemins possibles. Par exemple, si vous n'indiquez pas de direction sur votre GPS, votre voiture, elle peut rouler toute votre vie comme ça et vous n'aurez jamais la sensation d'avancer.
La troisième erreur que je faisais, c'était que je ne connaissais pas mes limites. La dernière année de notre relation, Rémi fait tout pour que je le quitte. C'est ma perception des choses à ce moment-là. Il m'impose une pause de plusieurs mois. Je me sens forcée de tout accepter parce que je ne veux pas le perdre, évidemment. Et parce que je culpabilise de mon dragon. J'accepte même qu'il me parle de ses autres relations avec d'autres femmes. J'accepte aussi qu'il ne me donne aucune nouvelle pendant des semaines. Alors, je résiste. Je résiste de toutes mes forces à ce tremblement de terre. Je ne sais pas quoi faire pour stopper ce cauchemar. J'ai déjà connu l'œil du cyclone après avoir quitté le père de mes enfants. Je ne peux pas, et je ne veux pas, et je ne peux pas encore m'effondrer une nouvelle fois. J'ai plus les forces, sincèrement. Donc, lorsque la personne qui m'aide à ce moment-là me pose encore les questions magiques qui sèment des graines, est-ce que tu connais tes limites? Je lui réponds, bah, c'est quoi une limite? C'est vrai, j'étais sérieuse. Elle me dit qu'une limite, c'est la frontière entre ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. C'est la limite entre ton intérieur et l'extérieur. Elle m'aide à dessiner des frontières pour que je visualise clairement ce qui m'appartient et ce qui appartient à Rémi. Après, je demande, ok, c'est bien de comprendre, mais j'applique ça comment dans la vie réelle? C'est là qu'elle me donne l'exemple du contrat symbolique, exactement comme le modèle du contrat de travail où on se pose à une table, on discute des clauses du contrat de la relation et où, si tout se passe bien, eh bien chacun signe ce contrat de manière consentie. Je lui dis, mais si jamais il y en a un qui ne veut pas signer une clause, elle me voit venir, évidemment avec ma peur de perdre Rémi, et elle me répond que si cette clause elle est non négociable pour le bien de soi, alors il faut accepter que l'autre partie ne la signe pas. Elle m'aide à écrire le contrat symbolique et à l'exprimer de la bonne manière pour que Rémi le comprenne sans se braquer. Et Rémi, eh bien, ne veut pas signer la clause de mon contrat. J'ai clairement les réponses à mes questions auxquelles je n'ai jamais voulu me confronter. Mais c'est là aussi que j'ai pu prendre des décisions pour avoir l'espoir de m'en sortir un jour et d'avancer, toujours avancer. Donc soit je renonçais, soit j'acceptais pleinement et là j'en étais vraiment arrivée à ma limite. Pour résumer cette étape, quand on a une tendance à accepter beaucoup de choses dans ses relations, je me permets de vous poser ces questions si tel est votre cas. Est-ce que vous connaissez bien vos limites? Est-ce que vous connaissez bien vos valeurs? Est-ce que vous savez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous? Est-ce que vous arrivez à identifier de quoi vous êtes responsable et de quoi vous n'êtes pas responsable? Pour éviter de douter et de culpabiliser sans arrêt. Et puis aussi pour éviter toujours de faire les mêmes erreurs pour la prochaine rencontre. Que je ne faisais pas de choix, je ne voulais pas renoncer. Après ma séparation avec Rémi, je laisse le temps faire son œuvre pour guérir mon petit cœur. De toute façon, j'ai pas d'autre choix. Je veux accélérer la guérison et rencontrer d'autres hommes comme tout le monde. Le problème, c'est pas vraiment que ça marche pas. Enfin, si, mais puisque, bon, au fond, je me doute que ce sont des relations pansements. Le vrai problème handicapant pour moi, c'est que mes réactions émotionnelles sont totalement disproportionnées par rapport à l'événement qui n'est pas si grave que ça. Je me sens à chaque fois rejetée très fortement et ça génère chez moi une tristesse qui peut durer des semaines, mais des semaines vraiment à me morfondre et tout ça pour une relation de quelques semaines ou de quelques mois. La vraie vérité, c'est que je sais très bien que je suis en train de remuer le couteau dans ma blessure d'enfant qui est que mon père ne m'a jamais choisi moi. Ça me rend dingue de savoir les choses, mais de continuer à faire comme le hamster là, qui pédale dans sa roue infernale sans jamais en sortir. Surtout que j'ai tous les jours sous les yeux l'exemple de beaucoup de femmes qui restent toute leur vie enfermées dans leurs anciennes relations et je sais et je sens que je suis en train de prendre le même chemin qu'elles. Et puis un jour, je prends conscience que j'ai manqué une étape cruciale au processus de deuil de ma relation avec Rémi. Je n'avais jamais renoncé à Rémi. Inconsciemment, je fantasme que Rémi revienne en ayant changé. J'ai toujours donc les fesses entre deux chaises. Alors je fais ça aussi dans tous les domaines de ma vie. J'ai fait ça aussi dans ma vie professionnelle qui me faisait souffrir à l'époque. Donc c'est ça toute l'histoire de ma vie, d'avoir du mal à lâcher prise et à accepter de perdre quelque chose, d'avoir du mal à me positionner clairement, à douter constamment quand je dois faire des choix et du coup j'en fais pas et j'avance pas. Mais comme je n'avais pas fait tout ce travail sur moi depuis des années pour me retrouver à ce stade-là en ayant investi autant d'énergie et d'argent sur moi, j'ai acté ma décision. J'acte ma décision d'avancer et je m'engage cette fois-ci avec moi-même. Mais attention, pas n'importe comment. Alors je me fais aider pour définir ce que je veux vraiment expérimenter de vivre et de ressentir surtout.
dans ma vie sentimentale. C'est là encore que je me rends compte que je m'autorise à rêver uniquement ce que je crois mériter. C'est-à-dire, pas grand-chose pour être sincère. Et là, je me mets à travailler dessus. Donc, pour revenir au renoncement, le jour où je prends la décision de renoncer à Rémi, en arrêtant la méthode Coué qui ne marche pas, je rencontre quelques mois après la personne avec laquelle je me projette dans des projets communs aujourd'hui. Donc, c'est la deuxième fois que je ressens l'évidence. Oui, ça fait peur de ressentir de nouveau les papillons dans le ventre, mais je me sens confiante aujourd'hui. Je me sens plus dans l'urgence de griller les étapes. Donc, il s'est passé exactement la même chose dans ma vie professionnelle. Le jour où j'ai pris la décision de renoncer au salariat qui m'apportait un faux confort, eh bien, j'ai pu exercer le métier de mes rêves. On peut appeler ça des coïncidences, ok, mais je vous laisse expérimenter le processus par vous-même. Pour résumer cette étape, quand on a une tendance à avoir du mal à faire des choix et à s'y tenir, je me permets de vous poser ces deux questions pour vous aider, enfin non, ces trois questions, pardon, pour vous aider à pour vous aider à élaborer des pistes pour comprendre votre situation. Est-ce que vous êtes bien sûr et certaine d'avoir bien respecté toutes les étapes du processus de deuil de toutes vos séparations affectives? Alors, je ne parle pas que de vos ex, je parle de toutes vos séparations affectives. Parce que, tout le monde le sait encore, il n'y a pas de renaissance au printemps sans passer par l'automne et l'hiver. Deuxième question, est-ce que vous pouvez imaginer d'accepter de perdre quelque chose pour gagner autre chose? Faites l'exercice de mettre dans la balance les pertes et les gains et vous allez rapidement identifier les faux conforts et les vrais gains. La dernière question, c'est est-ce que vous savez ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous avez bien différencié vos besoins de vos désirs en ayant bien vérifié que vous savez d'où vous partez déjà, à savoir votre réalité de ce moment présent? Ça y est, on vient de terminer le pilier numéro 1, qui est la connaissance de soi en profondeur. J'espère que vous vous amuserez à répondre aux questions posées aux 4 étapes. Je vous suggère d'y répondre à l'écrit, bien sûr, parce que vous l'aurez compris, ce sont des questions qui sèment des graines. Ce sont des questions magiques. On va maintenant passer au deuxième pilier du système de la réussite. Alors surtout, restez bien avec moi, restez bien concentrés. Continuez à prendre des notes surtout. Le pilier numéro 2, les stratégies internes. Je vais maintenant vous parler des 3 erreurs principales que je faisais, ce que j'en ai appris encore, et ce qui m'a permis de changer rapidement et de manière durable, sans me forcer à changer mes comportements pour les autres. Les stratégies internes. Pourquoi les stratégies internes et non externes déjà? Alors justement, c'est parce que cette formation, elle est totalement centrée sur vous et que c'est vous recentrer sur vous qui est la solution pour ne plus vous oublier dans vos relations. Et puis aussi parce que c'est comme ça que vous obtiendrez des résultats rapides, durables et surtout sans vous forcer. Alors, la première erreur que je faisais, c'était que j'avais la croyance que mon hypersensibilité était le problème dans ma vie sentimentale. Toute ma vie, j'ai entendu ma mère me dire « Mais tu es trop sensible, tu prends trop les choses à cœur », comme si c'était moi qui avais un problème de trop comparé aux autres. J'ai toujours cru que c'était mes réactions disproportionnées qui m'auto-sabotaient dans mes relations amoureuses. Vous savez là, mon fameux dragon hypersensible. Mais quand j'ai découvert l'origine de mes comportements, c'est là que j'ai compris que c'était pas mon hypersensibilité le coupable. Pour illustrer ça, je vais vous parler d'une de mes clientes, Amélie, qui s'est inscrite sur un site de rencontre spécialement pour hypersensibles. Amélie pensait que ça résoudrait son problème, qu'elle trouverait un homme comme elle, hypersensible et bienveillant, et que ce serait plus facile d'être acceptée comme elle est par un autre hypersensible. Je l'ai laissée expérimenter, évidemment, et elle s'est rendue compte qu'elle se cassait les dents de la même manière que sur les sites classiques. Elle me raconte que les sujets de discussion avec ces hommes dits hypersensibles sont certes une base de discussion plus propice pour se connecter en ayant des points communs évidents, mais que cela n'évite pas les mêmes déceptions à répétition, à savoir qu'elle s'implique dans des discussions qui durent des semaines, qu'elle se met à y croire, et puis du jour, plus rien, plus de nouvelles, ghosting. Elle en souffre beaucoup, elle est très en colère de ne pas se sentir respectée et me dit « Mais dans quel monde on vit franchement? Est-ce qu'on peut rencontrer un seul homme qui soit pas dépressif, paumé ou juste respectueux ?» Je lui demande alors de m'expliquer le processus de toutes ces rencontres virtuelles ou physiques, du début jusqu'à la fin. On visionne ensemble toutes les scènes du film depuis un autre angle et c'est là qu'elle s'aperçoit, là où ça bloque, que ce soit de son côté ou du côté de la personne.
On fait ça pour toutes ces relations qui la font surréagir et qui la font souffrir au final. Amélie prend conscience qu'elle ne pointe pas le bon problème, que ce n'est pas son hypersensibilité le problème, ni la solution d'ailleurs à son problème. Elle prend conscience qu'elle se tourne vers des personnes spécifiques qui font surgir son dragon. Dans tous les cas, ces relations ne peuvent jamais être apaisées et équilibrées. Alors depuis qu'elle a eu cette prise de conscience, Amélie a changé pratiquement tout son environnement relationnel sans changer sa façon d'être. Elle a juste appris à se tourner vers les bonnes personnes qui ont les mêmes valeurs et les mêmes objectifs qu'elle dans les relations. Elle a surtout renoncé à plaire à tous les autres. Donc normalement, dans les étapes précédentes, vous connaissez vos valeurs, vous connaissez vos objectifs et vous savez ce que c'est, comment on fait pour renoncer aux choses, aux autres qui ne vous intéressent pas vous. Pour résumer cette étape, pour éviter de pointer les faux débats, les faux points de blocage, les faux combats dans vos échecs amoureux. La question à semer, elle serait plus du coup, est-ce que vous savez vous tourner vers les bonnes personnes dès le début, celles avec qui vous avez des valeurs hautes et des objectifs communs, afin de ne pas avoir à vous remettre systématiquement vous en question, afin d'augmenter vos chances de matcher sur le long terme. La deuxième erreur que je faisais, c'était que j'avais tendance à vivre pour les autres et à m'oublier. Depuis que je fais tout ce travail sur moi, j'arrive à la même conclusion que tout le monde, j'imagine, qu'il faut d'abord s'aimer pour pouvoir aimer et être aimé. Alors déjà, je voudrais préciser combien cette prise de conscience n'est pas si facile que ça pour moi à ce moment-là, si ça peut rassurer celles qui sont en début d'introspection. Je reviens sur la relation avec Rémi au moment où il me donne, mais cette fois-ci, c'est moi qui ai du mal à recevoir. Lorsque Rémi me dit « je t'aime », vous vous rappelez la petite voix, au fond de moi, il y a toujours la petite voix qui me dit est-ce qu'il dit vrai ? Est-ce qu'il me dit ça pour me faire plaisir ? Est-ce qu'il m'aime pour qui je suis ou pour ce que je lui donne ? Alors lorsque Rémi me montre qu'il m'aime en étant présent et soutenant pour moi dans les moments les plus difficiles de ma vie, la petite voix me dit c'est pas encore assez, c'est pas suffisant. Ça ne veut pas dire qu'il va jamais m'abandonner. Évidemment, je ne veux pas voir qu'il m'aime, ou du moins je ne veux pas le croire, parce que je ne m'aime pas moi-même beaucoup. Évidemment, il n'est jamais assez, parce que je suis moi-même jamais assez, ou toujours trop, bref, je suis jamais contente de moi, et finalement j'ai peur de m'abandonner moi. Donc pour en revenir à cette fameuse prise de conscience, c'est bien gentil tout ça, mais comment on fait pour s'aimer au quotidien ? Parce que personne ne nous dit comment faire. Alors c'est à ce moment-là que j'apprends à écouter les petites voix qui me parlent à l'oreille au quotidien. Alors, au début, c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est comme un réflexe qu'on acquiert très rapidement si on fait le geste au quotidien. Lorsque je ressens une émotion qui me met mal, je prends l'habitude de me poser les questions magiques qui font germer les graines. N'oubliez pas. Et puis j'identifie quelle partie de moi ressent cette émotion. Qui de moi n'est pas contente ? Qui de moi est en colère, qui de moi ne se sent pas écouté ou respecté, qui de moi a peur, etc. Ensuite, on m'a appris à dialoguer avec la petite Christelle enfant qui ne s'est pas sentie à sa place d'enfant, avec la Christelle ado en colère, avec la Christelle adulte qui culpabilise d'inquiéter toujours autant sa maman, avec la Christelle elle-même une maman qui ne se sent jamais être une assez bonne mère. Depuis que je m'entraîne à en faire un réflexe auquel je ne pense même plus, je ne subis plus mon hypersensibilité comme avant. Alors quand il y a un événement extérieur qui vient me perturber, je gère mes émotions qui débordent en essayant de mettre tout ce petit monde d'accord, toujours autour d'une table, tranquillement. Quand l'une des parties de moi n'est toujours pas d'accord ou n'a pas envie de signer le compromis, je la laisse tranquille, je ne la juge plus. Il y a des jours où la petite fille a envie de pleurer, qu'on ne la choisisse pas, et puis je la laisse pleurer et je la réconforte. Et il y a des jours où l'adolescente a envie de hurler contre les hommes monstrueux, et je la laisse hurler et je la réconforte. Alors je leur laisse tout le temps dont elles ont besoin pour s'exprimer, et je remarque qu'avec le temps, ces moments durent de moins en moins longtemps depuis que je ne les réprime plus. On pense que ça va jamais s'arrêter, mais à chaque fois ça s'arrête toujours plus rapidement. Faites-en l'expérience et vous constaterez que plus vous lâchez en fait, moins vous vous effondrez au fil du temps. La conséquence directe dans mes relations, elle a été magique et immédiate. Je n'ai plus été autant en réaction ni en surréaction, sans même que j'aie à me forcer ou à me contenir. Est-ce que vous pouvez imaginer que tous les jours, vous êtes apaisé, tranquille et que vous pouvez profiter pleinement de chaque moment simple de votre quotidien ?
Pour résumer cette étape, lorsqu'on a une tendance à se juger durement, le problème, c'est pas d'être perfectionniste, hein, on est beaucoup à être comme ça. Le vrai problème, c'est quand on n'arrive jamais à être contente de soi. Et c'est cette étape-là qui permet de s'aimer au quotidien. C'est ça, s'aimer. Est-ce que vous prenez soin de vous au quotidien avec douceur? Deuxième question, est-ce que tout ce que vous faites pour sortir de votre situation a des effets durables sur vous jusqu'à présent? Et enfin, est-ce que vous avez tendance à chercher vos solutions à l'extérieur sans arriver à vous apaiser de l'intérieur? La troisième erreur que je faisais, j'avais tendance à me faire des nœuds au cerveau et à faire du surplace. On peut dire que ce qui me caractérise beaucoup aussi, c'est que j'ai une grosse tendance à observer, analyser. Et ça tourne en boucle dans ma tête et ça se transforme en rumination. C'est une grosse compétence qui m'a beaucoup aidée dans ma vie professionnelle, mais comme il y a toujours un côté pile, un côté face, eh bien cette compétence chez moi peut s'avérer être un défaut qui m'empêche d'avancer et de me mettre en mouvement lorsqu'il faut que j'avance, mais vraiment dans tous les domaines de ma vie. En gros, pour vous la faire courte, je procrastine, j'ai du mal à me jeter à l'eau, j'ai du mal à sortir de ma zone de confort, j'ai du mal à faire des trucs que je ne connais pas et que je ne peux pas contrôler. Est-ce que certaines d'entre vous se reconnaissent dans ce que je dis là? À un moment donné, j'ai ressenti le besoin de passer à des solutions plus concrètes, plus dans le comment, après être restée des années dans le pourquoi. C'est là que je me suis intéressée au yoga, à la méditation, à l'auto-hypnose, à la pleine conscience, aux neurosciences, au développement personnel et plein d'autres choses. Je me suis formée d'ailleurs à quelques techniques et elles font partie de ma boîte à outils dans mon accompagnement parce que je les trouve effectivement très puissantes depuis que je les ai éprouvées sur moi-même. Alors le problème, c'est qu'au début, quand je me suis lancée toute seule dans l'utilisation de ces outils, j'ai été moyennement convaincue de leur efficacité parce que j'obtenais pas les résultats escomptés, que j'escomptais. Et c'est lorsque je me suis moi-même faite coacher à 2 reprises avec ces mêmes outils que j'ai pu en constater leur pleine puissance. J'avais oublié une chose essentielle. Il s'agissait des bénéfices secondaires inconscients. Et par définition, je ne pouvais pas les détecter toute seule. Alors pour simplifier, les bénéfices secondaires sont les bénéfices à rester dans une situation et qui nous empêchent d'aller vers les objectifs désirés. Par exemple, pour programmer mon cerveau, moi, j'indiquais à mon inconscient que je voulais des choses qui n'avaient pas de sens pour lui. Je vous donne un exemple. J'indiquais que je voulais un homme qui s'investit et qui s'engage dans ma vie sans vraiment avoir très envie de le faire entrer, mais totalement, dans mon cocon familial avec mes enfants adorés. Alors, je prends cet exemple, il est un peu exagéré pour qu'il vous parle facilement, mais c'était vraiment pas loin de ça, très honnêtement. Et oui, notre cerveau aime les indications claires pour se diriger, tout le monde le sait, mais ce qu'il n'aime pas, et ça tout le monde ne le sait pas, c'est se diriger vers ce qui n'est pas vraiment voulu et décidé, comme on l'a vu précédemment avec le renoncement. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelle était la bonne équation gagnante à coup sûr pour avancer et je vous la donne. Pour résumer, lorsqu'on veut obtenir des changements et des avancées rapides mais aussi durables, on prend le pourquoi, c'est-à-dire trouver les origines de vos comportements pour faire sens à changer. On y ajoute le comment, c'est-à-dire le processus là que je suis en train de vous donner étape par étape. On y ajoute le passage à l'action immédiat, c'est-à-dire la mise en mouvement pour ancrer l'expérience en interne et c'est ça qui fait que c'est rapide. Alors ça donne quoi? Ça donne une avancée garantie, rapide et durable. Ça y est, on vient de terminer le pilier numéro 2 qui sont les stratégies internes. Alors là, j'avoue que c'est un peu plus délicat de faire seule la troisième étape, mais je pense que vous avez déjà bien de quoi faire. Alors, on va maintenant passer au troisième pilier du système de la réussite. C'est le pilier numéro 3, les bonnes pratiques. Normalement, si vous respectez le processus des 2 piliers que je viens de vous donner étape par étape, vous avez déjà toutes les clés pour avancer dans votre vie sentimentale de manière très concrète. Ce troisième pilier, des bonnes pratiques, il va vous permettre de faire quelques réglages pour éviter de perdre votre temps et votre énergie sur les mauvais sujets, sur les mauvais combats. La première bonne pratique que je souhaite vous transmettre, c'est apprendre à se regarder dans le miroir. Autrement dit pour moi, comment apprendre à changer la forme
sans changer le fond pour les autres? J'ai longtemps cru que je n'avais que deux options possibles dans mes relations. Soit je me contiens par peur de blesser les autres et du coup j'ai l'impression de porter un masque et je ne suis pas moi-même. Soit au contraire, je sors ce que j'ai à dire sans mettre de gants, ce qui me cause des difficultés à me faire entendre et accepter comme je suis. Super. Un jour, en discutant avec un ami, pas du tout hypersensible à lui pour le coup, je lui dis que je suis trop cash et que ça me joue des tours, mais que c'est plus fort que moi de dire la vérité. Que je montre aux gens une image de moi extravertie et forte, alors qu'au fond de moi, je suis aussi très timide et puis fragile. Que c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas avec les hommes. Je me demandais si ça pouvait leur faire peur ou leur déplaire, en réalité. Donc mon ami me demande, c'est toi qui dis ça ou c'est le retour que te font les hommes? Parce que moi, je vois toutes les facettes de toi que tu viens de me décrire là, comme le nez au milieu de ton visage. Hein. Ok. Alors depuis ce jour-là, je me suis mise à m'observer et à observer les gens. Effectivement, les gens dégagent des énergies qui ne trompent pas, surtout quand on sait les percevoir comme nous les hypersensibles. Je me suis amusée à me questionner sur l'image que j'avais de moi, sur l'image que je croyais renvoyer aux autres et sur ce que percevaient les autres de moi au final. Alors quand j'ai pris conscience que je me trompais sur pas mal de choses que je croyais être la vérité, j'ai trouvé ça intéressant de faire travailler mes clientes sur le regard qu'elles ont d'elles et des conséquences que ça peut avoir dans leur relation. Pour illustrer ça, concrètement, je vais vous parler de Sabrina qui me parle de ses souffrances au travail et qui se sent mise à l'écart. Elle me dit, à chaque grosse réunion, pardon, il n'y en a qu'une qui ose ouvrir sa bouche, c'est moi, c'est toujours moi qui dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas, et comme par hasard, c'est toujours moi qui prends pour tout le monde. Alors je lui demande si on peut voir en détail ce qu'elle a dit et comment elle l'a dit. Et là, déjà, Sabrina se rend compte qu'elle n'a pas conscience de la différence entre le fond et la forme, c'est-à-dire entre son idée et sa manière de l'exprimer. Je lui demande, mais c'était quoi le vrai objectif de ton message finalement ? Est-ce que ton objectif est de faire entendre la partie de toi qui veut se rebeller, comme l'adolescente qui veut marquer sa différence par exemple? Ou est-ce que ton objectif c'est de faire entendre ton message pour apporter un élément constructif à la discussion? Alors Sabrina, elle se rend compte que le plus important pour elle dans cette anecdote en tout cas, c'est de faire entendre son message. Depuis, elle apprend à travailler la forme de son message sans jamais changer ses idées ni ses convictions. Depuis qu'elle a appris à mieux communiquer et à changer le regard qu'elle a d'elle, comme par hasard, elle ne se sent plus mise à l'écart. Et vous, est-ce que vous aussi, vous avez envie qu'on vous entende et qu'on vous aime tel que vous êtes sans changer votre fond? Alors si c'est le cas, vous voyez que ce n'est pas, c'est une question en fait, c'est une toute petite question de réglage sur la forme et encore une fois d'objectif à clarifier. La deuxième bonne pratique que je souhaite vous transmettre, c'est apprendre à augmenter votre valeur interne sans chercher à plaire aux autres, hein, et c'est ça qui donne de la valeur à tout ce que vous donnez. J'ai cherché à plaire à Rémi au début de notre relation, jusqu'ici rien de grave, mais le problème c'est que sans m'en rendre compte avec le temps, j'en suis arrivée à douter de ma valeur. Je vous explique. Rémi a la même fâcheuse habitude que moi, j'avoue, c'est-à-dire qu'il a tendance à tout vouloir contrôler et pas forcément de la meilleure des manières, de la bonne forme justement. Il veut contrôler ce qu'il pense être bon pour moi, pour ma santé, pour tout en général. Et moi, comme je ne sais pas à l'époque ce qui est vraiment bon pour moi et que je ne sais pas prendre soin de moi, ça aussi je l'avoue, je le laisse me dicter ce que je dois faire. Arrêter de fumer, arrêter d'aller voir mon psy, lire Castaneda, manger bio, jeûner, etc. Donc du coup, j'ai souvent l'impression de ne jamais être assez pour lui, de ne pas être assez comme il veut que je sois, quoi. Alors je vous l'ai dit, au même moment où je fais sa rencontre, je commence à travailler sur moi en me faisant aider. J'apprends à identifier toutes les compétences que j'ai développées pour me sortir de situations difficiles, que ce soit dans mon enfance ou à l'âge adulte. J'apprends à identifier dans mon héritage familial tout ce qui constitue ma force et tout ce que je veux laisser de côté pour ne pas le transmettre à mes fils. C'est à ce moment-là que je commence à comprendre ce que c'est que la confiance en soi et l'estime de soi. Parce que ça reste encore très conceptuel pour moi, tout comme le fait de s'aimer. C'est ce que je fais avec mes clientes. Je les aide à augmenter leur valeur en trouvant toutes les ressources qu'elles ont déjà en elles.
Pas besoin de se rajouter des couches et des couches de connaissances et de compétences. On a déjà tout en nous. En tout cas, pour revenir à ma relation avec Rémi, c'est à partir du moment où j'ai augmenté ma valeur en interne que je ne me suis plus jamais sentie trop ou pas assez. J'ai aussi commencé à pouvoir apprécier tous ces conseils, déjà parce que ça partait d'une bonne intention, et puis parce que je pouvais prendre et laisser ce qui me convenait sans chercher à tout faire pour être celle qui voulait que je sois. Et puis j'ai tout de suite remarqué qu'il a aimé ma manière douce de lui exprimer ma gratitude sans lui dire d'aller se faire voir comme je faisais auparavant. Alors comme quoi, vous pourrez remarquer, si vous en faites l'expérience, que si on a l'intention de changer uniquement ce qui est en notre pouvoir, à savoir soi et pas les autres, cela peut sauver des relations. La troisième bonne pratique que je souhaite vous transmettre, ça concerne les sites de rencontres, pour ou contre. J'entends tous mes collègues qui font du coaching en amour qu'il faut bannir les sites de rencontres. Va des rétro satanas. Ah ouais, carrément. On dirait qu'on est revenu au temps des sorcières qui se retrouvent sur le bûcher. Alors déjà, pardon, mais je suis surprise que cela fasse tant sujet que ça. Et ça, c'est juste à mon point de vue. Moi, je trouve que c'est simplement un outil ou un moyen comme un autre. Pour ma part, j'ai toujours utilisé ce type d'outil et je me dis que s'il y a des gens comme moi dessus, des gens bien, ou comme mes clientes qui y sont aussi pour certaines, c'est qu'il doit y avoir d'autres gens bien aussi dessus, il n'y a pas de raison. Alors je vais vous répondre que je suis pour, à la condition qu'on sache comment les utiliser, comme tous les outils, et si ça vous intéresse, je peux vous apprendre, aucun souci. Ça, c'est rien ça. En revanche, je suis contre si on utilise ces outils avec l'énergie de la méfiance anticipée, par exemple, plutôt que l'énergie de l'amusement et de la légèreté. En tout cas, quel que soit le moyen de rencontre que vous choisissez, les applis de rencontre, les réseaux sociaux OVS ou les cours de salsa, n'oubliez pas que les énergies ne trompent pas puisque vous-même, vous savez très bien détecter les ondes négatives chez les autres. Alors je vous suggère de privilégier vos énergies positives en suivant le processus que je viens de vous donner pour les développer et les cultiver et le reste viendra naturellement, mais vraiment je vous le garantis. Je ne sais plus qui a dit qu'on attire ce qu'on vibre, en tout cas moi je l'expérimente tous les jours avec mes clientes magnifiques, dans mon entourage ou avec toutes les personnes que je rencontre sur mon chemin parce que je suis déjà sur mon chemin. Petit récapitulatif. On va arriver à la fin de cette formation. Je vais vous faire un petit récapitulatif parce qu'on vient de voir pas mal de choses là. Mais juste avant, je vous demande de bien rester avec moi jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un choix à faire et j'espère que vous ferez le bon choix immédiat pour avancer vraiment. Donc, on récapitule. Pourquoi on est là ensemble? Vous êtes là avec moi pour apprendre à ne plus répéter les mêmes erreurs dans l'avenir et gagner du temps et de l'énergie. On est là ensemble pour que vous appreniez à choisir les bonnes personnes qui vous correspondent et qui vous méritent. Pour apprendre à ne plus avoir l'impression d'être un ovni et pour ne plus subir votre hypersensibilité, pour vous en servir, pour apprendre à vous projeter dans l'avenir concrètement et ne plus avoir l'impression de passer à côté de votre vie. Alors voici le chemin le plus court pour atteindre les résultats que vous voulez obtenir, que j'ai découpé en 3 piliers et en 10 étapes pour que ce soit moins fastidieux que passer 10 ans à pédaler sur un divan, comme je l'ai fait. Mais c'est aussi pour ça que j'ai réussi à créer cet accompagnement. Vous partez donc de l'image en haut à gauche, et ça c'est aujourd'hui, vous êtes sur votre chemin, c'est l'étape entre guillemets 0 à laquelle vous démarrez le processus. C'est vraiment important, j'insiste, c'est important que vous sachiez exactement d'où vous partez pour savoir ce que vous devrez améliorer ou apprendre d'ailleurs si vous n'avez pas encore fait de travail introspectif. En tout cas, pas d'inquiétude, on commence tous un jour par quelque chose et ce processus, il peut justement s'adapter à tous les niveaux d'avancée. Donc la première étape, c'est donc la connaissance de vos besoins vitaux qui ne sont pas négociables. Les trouver va vous permettre de les combler par vous-même et ne pas les mettre entre les mains de quelqu'un et du coup ne pas, en tout cas, dépendre le moins possible de l'extérieur. Je vous conseille de les préciser au maximum pour que ce soit bien strictement vos besoins à vous que vous comblez et pas ceux qui vous ont conditionné. La deuxième étape, c'est l'étape de la direction de vie, avec vos objectifs ou vos projets de vie à long terme. Parce que si vous vous dirigez vous-même dans cette direction, vous y allez,
vous augmenterez vos chances de rencontrer sur votre chemin des personnes qui vont dans la même direction que vous. C'est logique, mais c'est surtout essentiel pour ne jamais se perdre seul ou accompagné. La troisième étape, c'est l'étape des limites, avec les frontières à définir entre vous et l'extérieur pour ne plus avoir du mal à dire non déjà et pour ne plus culpabiliser à tort sur ce qui ne vous appartient pas et vous concentrer sur les vôtres parce qu'il y a déjà pas mal à faire. La quatrième étape, c'est l'étape des désirs mais aussi des renoncements. Qu'est-ce que vous voulez vraiment et qu'est-ce que vous êtes prête à perdre pour gagner autre chose de mieux pour vous? Donc, je vous invite à identifier tous les faux conforts, ce qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions rapidement, sans procrastiner toute votre vie, pour avancer toujours dans votre direction. La cinquième étape, c'est l'étape de l'identification des vrais combats à mener. Par exemple, on a vu que votre hypersensibilité n'était pas la coupable, mais votre allié. Je vous suggère de vous concentrer plutôt sur l'origine de vos comportements pour faire sens à changer et vous tourner vers les bonnes personnes qui vous méritent, celles qui vous correspondent. C'est ça, pointer les bons sujets pour avancer. La sixième étape, c'est l'étape où vous prenez soin de vous au quotidien avec douceur, ne l'oubliez pas. C'est-à-dire que vous ne réprimez pas vos ressentis, au contraire, vous les laissez s'exprimer. Vous apprenez à mettre toutes les parties de vous d'accord pour avancer ensemble vers les mêmes objectifs que vous aurez décidé d'atteindre. La septième étape, c'est l'étape de l'équation gagnante de tous vos progrès. Super importante cette étape. C'est cette carte-là qu'il faut utiliser et pas une autre pour résoudre votre problématique. Donc avec cette équation, vous aurez des changements internes pour ne pas avoir à vous forcer. Vos changements, ils seront rapides pour ne pas perdre votre persévérance en route. Ils seront durables pour avancer sans avoir l'impression de stagner, voire de régresser parfois. La huitième étape, c'est l'étape des réglages. C'est là que vous ajustez l'image que vous avez de vous dans le miroir pour renvoyer la même image dans le regard des autres. L'objectif n'étant pas de plaire à tout le monde, mais uniquement à ceux qui vous intéressent. La neuvième étape, c'est l'étape de l'augmentation de votre valeur interne, qui fait que vous ne vous sentirez plus jamais pas assez ou toujours trop, et qui va vous permettre de prendre conscience que tout ce que vous donnez de vous a de la valeur et de vous faire réfléchir à deux fois la prochaine fois avant de donner du caviar au cochon. Pardon. Sauf si évidemment c'est votre choix et là, vous ne subissez plus du coup et là, il n'y a pas de problème. La dixième et dernière étape, c'est l'image qu'on voit avec la jeune femme là, qui est pleine d'énergie. C'est celle des énergies positives là, que vous dégagez parce que vous avez appris à vous recentrer. Vous avez cultivé les énergies positives par le biais de ce processus-là. Et c'est ça qui va faire que vous allez attirer naturellement à vous les personnes avec les mêmes énergies que vous, qui sont sur le même chemin que vous. Attention, je ne parle pas de la pensée positive, méthode Coué, qui reste dans le mental là. Je parle bien des vraies énergies du corps qui sont presque palpables. Maintenant, vous avez le fameux choix à faire. Alors, soit vous prenez le chemin de gauche et j'espère que vous avez tous les outils dans votre sac à dos pour avancer dans la visibilité et la facilité et surtout que vous avez tout le temps pour débroussailler aussi. Soit vous prenez le chemin de droite qui a déjà été utilisé par quelqu'un qui a éprouvé ses propres outils sur ce chemin. Le choix numéro 1, eh bien, vous pensez que vous pouvez y arriver seul et vous décidez de prendre le chemin le plus long. Le choix numéro 2, vous voulez expérimenter un processus transformationnel pour gagner du temps et libérer de la place dans votre esprit déjà surchargé. Et oui, tout le monde le sait. Les personnes qui réussissent, elles se font accompagner pour gagner de la clarté et du temps. Durant, les 5 prochains jours, j'ai programmé du temps dans mon agenda pour parler avec vous personnellement et voir si je peux vous aider à créer et visualiser votre grand rêve sentimental. On va discuter 1 heure environ et on va préparer ensemble le plan d'action exact que vous devrez suivre pour atteindre le résultat que vous voulez. Cet appel, j'en suis sûre, il sera probablement les 60 minutes les plus précieuses pour ce nouveau cycle de vie. Alors ensemble, on va créer le cadre de votre vie idéale, toute votre vie, pas seulement votre vie sentimentale, et vous allez bénéficier d'une clarté immense
sur comment atteindre cet objectif le plus rapidement possible et vous aurez la stratégie exacte dont vous avez besoin, vous et personne d'autre, pour matérialiser tout cela. Pourquoi je fais ça? Si vous souhaitez travailler personnellement avec moi pour atteindre cet objectif et que vous correspondez au type de femme, moi, prête à aller chercher son bonheur, que je recherche, moi, et que le feeling bien évidemment passe bien entre nous, hein, alors je vous inviterai à devenir l'une de mes nouvelles clientes. Puis, si ce n'est pas le cas, je vous recommanderai une personne ou une ressource qui peut vous apporter ce que vous recherchez. Attention, il y a beaucoup d'inscrites à cette formation et mon système ne peut générer que 8 appels offerts dans les 5 prochains jours. Alors, vraiment, inscrivez-vous maintenant, immédiatement, si vous sentez que vous devez passer au niveau supérieur. En tout cas, moi, j'ai hâte de vous rencontrer sur votre chemin. Je suis là. Et d'ici notre rencontre dans les 5 prochains jours, hein, n'oubliez pas les 5 prochains jours, je vous souhaite de passer une très belle journée ou une très belle soirée. Je ne sais pas où vous en êtes. À très vite.